Alors, la curée d'Émile Zola. Émile Zola, ses dates situent toujours, c'est 1840-1902. 1840-1902. Et il va venir, ou un petit peu contemporain, d'autres grands écrivains, évidemment dramaturges français. On pense à Stendhal, qui est un petit peu avant, Balzac, Flaubert. Il est finalement presque contemporain de Flaubert, parce que Flaubert c'est 1821-1880. Et évidemment, on va aussi trouver dans l'écriture dite naturaliste de Zola des accents hugoliens, Victor Hugo. Mais il s'inscrit dans toute cette tradition du roman, et on verra, la tradition naturaliste, la tradition romanesque naturaliste, donc à laquelle appartiennent aussi déjà Stendhal, Balzac et Flaubert, dans le sens de décrire le plus précisément possible la nature, et la nature qui nous environne, mais aussi et surtout la nature humaine. Les tréfonds de la nature humaine, et comme vous allez le voir, bon, c'est pas très vieux non plus, c'est guère plus d'un siècle, mais rien n'a changé sous le soleil de ce point de vue. Alors, La curée, c'est donc un roman d'Émile Zola qui paraît en 1871, et c'est le deuxième volume d'une grande série, d'une grande fresque, évidemment, les Rougon-Macquart. Et donc j'y reviendrai, puisqu'évidemment il y a beaucoup d'épisodes. Et ce roman précisément, La curée, a pour toile de fond la vie, disons, la vie de plaisir et de débauche, pour employer un mot fort, menée par une certaine société d'aristocrates, mais surtout de bourgeois. On va appeler, c'est parfois les parvenus, les nouveaux riches de Paris, puisque ça se passe à Paris au Second Empire, à la fin du Second Empire. Et comme il l'annonce lui-même, c'est toujours bien de reprendre les finalités, les intentions des auteurs, il l'annonce, ce roman tout particulier de La curée, comme un roman sur l'or et la chair. Je cite, un roman sur l'or et la chair. Alors l'or est représenté par le personnage masculin principal qui s'appelle Aristide Rougon, donc qui fait partie de la lignée des Rougon, et qui va changer de nom, qui va se faire appeler par un pseudonyme Saccard. Saccard, S-A-2-C-A-R-D. Donc, personnage dans le roman s'appelle Aristide Saccard. Et cet Aristide Saccard, eh bien, il va se constituer une fortune tout à fait exceptionnelle, extrêmement rapide, en spéculant sur les futurs terrains à bâtir. Et nous sommes à l'époque des grands travaux haussmanniens. Donc des grands travaux menés à Paris par le baron Haussmann, pour construire les grandes avenues que l'on apprécie beaucoup aujourd'hui, les grandes avenues, les grands boulevards, mais dont on a peut-être oublié qu'ils ont été l'objet d'une spéculation absolument terrifiante, et énormément de gens se sont enrichis, ont connu aussi la faillite, puisque, comme on va très bien le voir, la richesse est toujours très ambivalente, donc la gloire, la fortune côtoient de très près la banqueroute et la faillite, et dont cet Aristide Saccard, donc, qui est un des héros du roman. Et La curée
c'est évidemment un nom très évocateur, c'est un nom très puissant, très, très fort, hein, puisque ça renvoie, ce qu'on appelle la curée en fait, c'est le moment et le nom que l'on donne à ce moment très particulier où à la fin d'une chasse, hein, une chasse à courre, hein, les chiens, on va donner aux chiens les entrailles, hein, des bêtes que l'on a tuées. Donc c'est un mot évidemment qui renvoie quand même à une certaine cruauté, au sang, quelque chose d'assez cruel et qui est d'une grande puissance évocatrice. Évidemment, vous imaginez avec la verve de Zola, cette ville de Paris, hein, qui est comme une bête tuée dont on va se partager sans aucun état d'âme les entrailles. Et ces grands boulevards, ces grandes avenues vont être comme des plaies, hein, ou des cicatrices, des blessures que l'on va infliger à cette terre parisienne. Donc c'est quelque chose que aujourd'hui on ne voit pas trop, parce qu'on apprécie, hein, ces grands boulevards, ces grandes avenues. Hein. Voilà, Haussmann, hein, baron Haussmann, il est vu de ce côté constructeur et qui va donner à Paris le visage qu'il a aujourd'hui. Mais on en a oublié ce côté aussi, bien sûr, des expropriations, cette spéculation effrénée qui a fait les grandes fortunes de l'époque et les grands faillis aussi de l'époque. Donc Zola va s'inspirer de faits historiques où il y a la spéculation immobilière parisienne qui marque la fin du Second Empire, le début des années 70, sachant qu'il y a eu une grande crise bancaire en 73 et aussi une grande dépression à la fin du 19e qui va préfigurer la grande dépression plus tard, hein, mondiale, de 1929. Donc, c'est pas les subprimes, c'est pas les Lehman Brothers, mais voilà, ça renvoie à des choses connues, ces spéculations effrénées, c'est-à-dire là on n'est pas dans un monde encore de l'argent virtuel, c'est des terrains, hein, dont on exproprie les propriétaires et qu'on achète à très bas prix et qu'on revend évidemment à prix d'or, avec toute cette ambivalence de cette spéculation, ce côté fascinant, hein, du jeu, puisque à chaque moment on peut tout perdre. Ce que connaissent bien, hein, les traders aujourd'hui d'une autre manière, hein, ce côté tout à fait ambivalent de l'argent. Donc c'est ça que Zola en partie va décrire. Et donc ça c'est pour l'or, hein, l'argent. La femme, la chair, hein, ou la femme, eh bien, sera représentée par l'autre personnage, l'autre héros essentiel, héroïne du roman, qui s'appelle Renée. Renée, et qui est... Oui, c'est Renée. Qui est en fait la deuxième épouse d'Aristide. Et il va y avoir donc une intrigue amoureuse entre cette Renée, donc seconde épouse d'Aristide, et son beau-fils, qui est Maxime, qui est le fils d'Aristide, d'une première union. Donc, vous allez voir, ça va renvoyer à des choses extrêmement symboliques et mythologiques, comme c'est beaucoup le cas chez Zola. Donc l'argent, la fascination pour l'argent, l'avidité, la corruption, bien sûr, ce sont des thèmes chers à Zola, et pas simplement dans La Curée, mais dans une grande partie de tous les romans qui constituent cette grande fresque des Rougon-Macquart. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas un hasard si c'est un thème qui intéresse tant Zola, puisque sa vie, sa propre vie, est singulièrement marquée par l'argent.
On peut parler vraiment d'un enchevêtrement entre sa vie et son œuvre par rapport à cette thématique de l'argent. Alors, quel type de rapport Zola entretient-il avec l'argent? En fait, il va extrêmement bien décrire l'ambivalence de l'argent et du processus d'enrichissement. D'un côté, vous allez voir que c'est vraiment des sujets qui sont au cœur de nos sujets politiques aujourd'hui. Il veut promouvoir le rôle de l'argent dans une éthique, on dirait aujourd'hui, libérale, économique libérale, qui fait la part belle à la valeur travail, c'est-à-dire l'argent que l'on gagne à la sueur de son front par son propre travail. Mais il y a aussi cette autre facette de l'argent qui renvoie au plaisir, au désir et au fantasme, enfin une sphère fantasmagorique ou imaginaire qui fait que avoir de l'argent, c'est être tout-puissant. Donc, et il va être l'exemple de quelqu'un qui va se constituer une belle fortune par son travail, et uniquement par son travail, je parle là d'Émile Zola, mais ce qu'il va constater autour de lui dans cette société parisienne, eh bien, c'est les fantasmes tout à fait extraordinaires que suscite aussi bien le fait d'être riche et de pouvoir dépenser sans compter, mais aussi la misère. Donc, il va expliquer que cette distance de l'argent avec la réalité, c'est-à-dire le fait de faire de l'argent cette source de fantasmes, va provoquer des excès et des catastrophes financières. Donc, il ne s'agit pas simplement de donner des leçons de morale, ou de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien de s'enrichir ou c'est pas bien, ou c'est mieux, c'est plus éthique d'être misérable. Non. Il va prolonger cette réflexion, notamment balzacienne, sur l'argent. Il y va plus loin en approfondissant la contradiction qui est au cœur même de l'argent, en faisant une métaphore et un symbole assez inquiétant, puisque c'est le génie de tous ces auteurs romanesques, c'est de nous entraîner, évidemment, au-delà des situations tout à fait basiques ou médiocres de toute cette nature humaine avide, et de nous en montrer aussi parfois la richesse symbolique, la richesse allégorique et métaphorique, au point que vous pouvez trouver même des interprétations psychanalytiques notamment de la Curée par rapport à ce rapport à l'argent. Donc l'argent, une métaphore, un symbole inquiétant, mais de la vie elle-même, c'est-à-dire que cette avidité est aussi un aspect de cet impérieux désir de vivre, une certaine soif d'absolu, c'est-à-dire c'est un composant de l'identité qu'on peut se construire, et en même temps avec ce double aspect destructeur, qui peut être totalement destructeur ou créateur. Donc il va expliquer dans cette épopée, et là je parle de vraiment toute la série des Rougon-Macquart, à quel point l'argent roi, je cite, adorait plus haut que les 20 scrupules humains dans l'infini de sa puissance. Donc les contradictions de l'argent roi, adorait plus haut que les 20 scrupules humains dans l'infini de sa puissance. Et on va voir effectivement un certain nombre de personnages peu scrupuleux, mus par ce désir irrépressible de puissance par l'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie de la famille Zola a été une lutte épique, tragique et pathétique pour
trouver de l'argent, en tout cas dans l'enfance, l'adolescence et les premières années d'Émile Zola. Vous connaissez sans doute l'histoire parce qu'elle se passe pas très loin d'ici, puisque Zola en fait naît à Paris en 1840, mais il va passer son enfance et son adolescence à Aix, en Provence. Et au collège, un de ses proches camarades est Paul Cézanne, avec lequel il va nouer une amitié, puis après, très longue amitié. Et celui qui est connu à l'époque, c'est son père, François Zola, qui est ingénieur d'origine italienne, qui est docteur en mathématiques, spécialiste de géodésie, et qui devient un grand ingénieur civil et un adepte des grands travaux. Et j'insiste un peu sur cette structure romanesque aussi de la vie, du destin de ce père qui va mourir brutalement en 1847, donc Émile n'a que 7 ans, sur le chantier de ce qui allait être son grand œuvre, qui est le canal, le fameux canal qui porte son nom encore aujourd'hui, le canal François Zola, et qui sert à alimenter la ville d'Aix en eau potable. C'est évidemment un monument, enfin quelque chose de très important, connaissant l'importance de l'eau pour la ville d'Aix. Donc, à sa mort, il meurt sur son chantier. Il laisse donc une jeune veuve et un orphelin de 7 ans, qui est le petit Émile. Et donc, le financement du canal, à la mort du père, est loin d'être assuré. Et à la disparition donc, de François, la situation financière de la famille se dégrade subitement. Et donc, très jeune, Émile Zola connaît ce que sont les spéculateurs, les abus de pouvoir, les huissiers, les procès, les dettes, puisque sa mère va se débattre dans tous ces problèmes et elle va devoir pas simplement défendre les intérêts pécuniaires de la famille, mais aussi la mémoire de son mari, qui va être un petit peu salie avec cette disparition subite. Donc, Zola va être boursier, il fait de bonnes études, primaires puis secondaires, mais il échoue 2 fois au bac. Voilà, donc pour dire que d'échouer au bac, ça n'empêche pas de faire après une grande carrière. Et à l'époque, ce baccalauréat, c'est plus trop ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais c'était un véritable certificat de bourgeoisie, d'avoir son baccalauréat, et c'était immédiatement monnayable sur le marché du travail. Donc évidemment, ne pas avoir ce bac était quand même un gros handicap. Donc, il n'a pas de relation, il n'a pas d'héritage, il n'a pas de diplôme et il doit entretenir sa mère. Et il va donc entrer dans la vie adulte par cette porte étroite de la misère qu'on appelle volontiers, joliment, la bohème littéraire, c'est-à-dire des gens qui vivent au jour le jour, sans le sou. Et il va connaître la misère des petits emplois, des logements insalubres, du dénuement. C'est pour ça que, après, dans ses autres romans, quand il va décrire la vie de ces petites gens, de ces gens misérables, ça aura vraiment un accent authentique, parce qu'il l'a connu, jusqu'à l'âge de 37 ans, il a connu cette misère. Donc, ce rapport à l'argent est vécu par Zola comme à la fois un manque obsédant, le symbole de déclassement social, d'exclusion, et à partir du moment où il va s'en sortir, il va voir aussi tous les excès de la richesse. Donc petit à petit, au fil des années, par vraiment le courage, la volonté, il réussit à s'extraire de cette spirale de la misère et l'argent devient pour lui un objet de conquête.
et de réparation économique et symbolique. Il n'a pas de diplôme, mais à force d'écrire et de vendre ses papiers, il va obtenir une sorte de revanche sur la vie, et c'est une revanche aussi pour son père, pour sa mère, une revanche familiale. Je vous explique tout ça parce qu'on va trouver tout cela dans les romans des Rougon. Alors, la date de 1862, vous voyez, il a 22 ans, c'est la première étape, c'est le premier moment de la trajectoire, on pourrait dire, ascensionnelle, ascendante de Zola. Et 22 ans, et parce qu'il commence à vivre de ses œuvres. Il entre en littérature par la petite porte comme commissionnaire à la librairie Hachette. Donc, voilà. Commissionnaire à la librairie Hachette, donc c'est lui qui fait les livraisons, donc c'est vraiment peu reluisant, petit job, et petit à petit, il va monter les échelons au sein de cette librairie Hachette, jusqu'à en devenir directeur de la publicité. Il faut savoir qu'Hachette, à l'époque, c'était la première grande maison d'édition française. Donc, voilà, une ascension fulgurante qui est due vraiment à son travail. Et donc, il va se lancer dans une carrière à la fois d'homme de lettres et de journaliste, puisque la politique, la société, tous les problèmes économiques, sociaux l'intéressent au plus haut point. Et il va lire les grands romanciers, Stendhal, Balzac, Flaubert, et il écrit dans de très nombreux journaux des chroniques littéraires, des critiques d'art, des nouvelles, et puis ses premiers ouvrages. Et donc, quand il lance sa série des Rougon-Macquart, en 1870, donc il a à l'âge de 30 ans, il a déjà derrière lui des milliers de pages dans tous les genres de la littérature et du journalisme. Et c'est en 1877 qu'il va accéder à la gloire, à la renommée, avec le roman qui s'appelle L'Assommoir. L'Assommoir, qui paraît en 1877, 38 000 exemplaires vendus dans l'année, ce qui est pour l'époque un tirage tout à fait exceptionnel, et qui marque une étape décisive, puisqu'à partir de là, il devient un homme riche et un écrivain à temps complet. Fini les petits boulots, les piges, etc. Il devient un écrivain renommé, et cette renommée ne le quittera pas, même si, au fil des romans qu'il va publier, c'est la gloire, mais aussi le scandale. Alors, il a donc, et ça j'insiste vraiment là-dessus, la double expérience de la déchéance, de la misère et de la réussite sociale, la réussite financière, l'argent qui manque, l'argent qui abonde. Et c'est très intéressant dans La Curée de voir ce jeu d'équilibriste qu'il y a entre une situation où l'argent abonde et celle où il manque. Puisque plus on en a, plus on dépense, plus il y a une sorte de distance qui se crée avec cette possession, et plus on prend des risques, et plus les risques de faillite, de banqueroute sont là. Alors, cette double expérience, il va la transposer dans cette fresque des Rougon-Macquart, puisqu'on a deux branches familiales, celle des Rougon et celle des Macquart. Deux branches généalogiques d'une même famille, à laquelle se rattachent la plupart des personnages qui sont très nombreux chez eux. Alors, la première, c'est la branche légitime, les Rougon, c'est-à-dire la branche qui réussit. Et l'autre, c'est la branche qualifiée de bâtarde, des Macquart, qui, elle, est dans la misère. Donc, dans Émile Zola lui-même, il y a les deux. Il y a du Rougon, avec ce qui les caractérise, c'est-à-dire de l'ambition. Tout ça est très peu manichéen.
très peu manichéen parce qu'on va trouver du blanc et du noir chez une famille et chez l'autre. Donc les Rougons, c'est l'ambition, c'est l'esprit d'entreprendre, c'est la ténacité, mais aussi une forme d'arrivisme, le fait de parvenir à la gloire, une fascination de la volonté, c'est-à-dire on arrive par réseau, copinage, mais on arrive aussi à force de travail chez les Rougons. Une sorte de fantasme de toute puissance, donné par les postes, donné par le pouvoir. Je n'avais pas du tout prévu de faire cette conférence en pleine élection, avec les affaires qui nous agitent tant en ce moment, mais voyez que là, on est en plein drame. Bon. Donc, ça c'est les Rougons. Et puis le Macquart, il y a du Macquart chez Zola aussi, c'est-à-dire la misère noire, une sorte de conscience ouvrière, de conscience prolétaire, de conscience ouvrière, que lui va magnifier avec la littérature, une obsession de la dégradation, c'est-à-dire une obsession de tomber dans la misère. Une obsession de cette dégradation sociale, et aussi la conscience aiguë des conditionnements sociaux, c'est-à-dire qu'il est très dur de se sortir de cette misère. Ça, ce seront les romans Germinal qui vont vraiment très très bien décrire cette misère. Donc la puissance des conditionnements sociaux et le fait de pouvoir peut-être s'en sortir, en tout cas la tentation de l'anarchisme, c'est-à-dire vraiment de tout mettre à bas pour construire un monde nouveau, sans Dieu ni maître. Alors, les romans aujourd'hui les plus connus sont plutôt ceux de la branche Macquart, puisque on a l'Assommoir avec le personnage de Gervaise, qui est un Macquart, qui est une Macquart. Sa fille s'appelle Nana, c'est un autre roman. Étienne, le héros de Germinal, est aussi un fils de Gervaise, donc un Macquart. Ce qui est le plus connu aujourd'hui, enfin, peut-être ce qui fait encore la renommée de Zola, c'est cette description de cette branche des Macquarts qui se débat dans la misère, l'oppression, l'exploitation sociale. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce roman de la Curée pour voir un autre aspect de la littérature de Zola qui, elle, s'attache à toutes les contradictions et l'ambivalence de cet autre monde qui, a priori, est dans la réussite, mais doit avoir le vide aussi quand même existentiel. Alors, dans la Curée, justement, Aristide Saccar, lui, c'est un Rougon. C'est pour ça, là, on passe de l'autre côté, de l'autre branche familiale, puisqu'il s'appelle au départ Aristide Rougon, et il est le frère de son Excellence Eugène Rougon, qui est ministre de l'Intérieur de Napoléon III. Donc son frère est ministre de l'Intérieur de Napoléon III, donc on peut guère faire plus haut dans la hiérarchie sociale de l'époque. Et le premier roman de la saga, d'ailleurs, s'appelle La fortune des Rougons. Et le dernier, qui viendra presque 25 ans après, le docteur Pascal, est aussi consacré à un fils Rougon. Donc vous voyez, on passe d'une branche à l'autre. Et avec la Curée, on va surtout s'intéresser aux Rougons. Les Rougons, c'est le monde des grands financiers, mais aussi des hommes politiques. Ils sont députés, ils sont ministres, ils sont savants. Donc, ils font partie de l'élite politique et sociale, ces Rougons. Et donc, pour moitié, ça sera la description de Zola. C'est-à-dire Zola ne s'intéresse pas qu'aux misérables et il n'y a pas de naturalisme que le naturalisme des bas-fonds chez Zola. Il y a aussi le naturalisme de l'élite.
de ces élites politiques et sociales. Donc il s'intéresse aussi beaucoup aux aristocrates, mais aussi surtout aux bourgeois, c'est-à-dire aux hommes d'affaires qui vont donc être très importants à ce moment-là. Réussite sociale et financière, comme le montre donc on va voir la curée, Au bonheur des dames, qui montre aussi cet aspect-là, Pot-bouille, et un autre roman qui s'appelle L'argent, qui va aussi décrire cette famille des Roux. Alors, il y a donc aussi dans l'œuvre de Zola, surtout dans les romans donc, des Rougon-Macquart, dans La curée, dans Le ventre de Paris, dans Germinal, dans L'œuvre, qui est aussi un de ses derniers romans, la dénonciation d'une ségrégation, d'une exploitation des pauvres par les riches, ce qu'il appelle entre les gras et les maigres, manière de dénoncer cette exploitation éhontée des pauvres gens. Alors, on va souvent citer, et lui-même en parle, les ressemblances entre Balzac et Zola. Et puisque les deux se veulent des anthropologues, enfin presque des sociologues, des ethnologues, des historiens aussi de leur temps, et évidemment leurs œuvres, que ce soit celles de Balzac ou celles de Zola, se détachent parmi une très grande production littéraire. Et puisqu'ils vont reconnaître tous les deux l'influence corrosive de cette nouvelle religiosité de l'argent, tant Balzac que Zola, les dangers du capitalisme, qu'on appelle aujourd'hui capitalisme sauvage, et ils vont en faire les constituants d'un nouvel État bourgeois avec ces personnages types. Ces personnages types, les lieux types, là où ils vont se rencontrer, ces drames. Ce sont deux grands romanciers qui font rentrer l'argent, le monde de l'argent dans le roman. Et ça, c'est nouveau, puisque ni Flaubert ni Stendhal ne l'avaient fait. Eux, c'était plutôt la réussite sociale, politique, mais pas tant cette introduction de l'argent. Quand on dit aujourd'hui que nous sommes dans une société où l'argent roi, là on a deux grands romanciers qui le définissent très 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 bien et avec des accents tout à fait prémonitoires. Alors Zola explique quand même que il y a des différences, comme il dit, entre Balzac et moi. Je cite, il y a des différences entre Balzac et moi. Et effectivement, ce point de vue de l'argent n'est pas le même chez Balzac et Zola. On peut dire que chez Balzac, d'ailleurs, il parle plutôt de l'or, qui peut être plus noble que le terme d'argent. On parle plutôt de l'or, et c'est une métaphore qui fait de cet or une puissance occulte, souveraine, mais souvent extérieure au personnage, c'est-à-dire source d'idéalisation ou de fantasme, mais relativement, avec une certaine distance quand même entre les personnages et cet or qui est tant convoité. Alors que chez Zola, l'argent entre vraiment dans la définition du personnage. C'est-à-dire, on va très bien le voir avec Aristide Saccar, c'est un homme mu, mais vraiment dans ses entrailles, par cette soif d'argent, de réussite bien sûr, mais d'avoir cette fortune, et qu'il va pouvoir jouer à chaque instant. Donc on dit que chez Zola, cet argent va vraiment déterminer les relations sociales, encore plus que le pouvoir politique. Il est incarné, il est immanent, mais il a aussi une certaine inconsistance, et surtout, chez Zola, l'argent est une manifestation du désir. Donc, de la même manière qu'il y a le désir, la passion amoureuse, eh bien, il y a le désir, la passion de l'argent. Et dans La curée,
on a vraiment le roman type où il y a justement un enchevêtrement de ces deux types ces deux types de passions, amoureuse et pour l'argent. Donc c'est l'équation de Zola. L'argent est une manifestation du désir humain. Et donc, dans cette fresque sociale des Rougon-Macquart, qui va l'occuper quand même près d'un quart de siècle, c'est énorme, 25 ans d'écriture, de 1871 à 1893 pratiquement, où on va trouver donc la fortune des Rougon, la curée, c'est presque tous les ans qu'il en sort un, le ventre de Paris, de nouveau cette allégorie du ventre de Paris, la conquête de Plassans. Plassans, c'est Aix, la faute de l'abbé Mouret, son excellence Eugène Rougon, l'Assommoir. Donc, ce sont tous des romans qui vont lui apporter évidemment le succès, le scandale aussi, puisqu'il va dénoncer évidemment un certain nombre d'attitudes, de comportements de son époque. Ensuite, il va y avoir Pot-Bouille en 1882, Au bonheur des dames en 1883, La joie de vivre en 84, Germinal en 85, qui est peut-être un des plus connus aujourd'hui, mis en scène, L'œuvre en 86, La terre en 87. Et puis là, il y a un peu d'épuisement après toutes ces années, un peu de stérilité littéraire, on peut dire, et puis il va se remarier, il va reprendre un peu d'énergie pour terminer les Rougon, avec Le rêve, La bête humaine en 1890, L'argent, on revient, 1891, La débâcle en 1892, et Le docteur Pascal, qui clôt la fresque en 1893. Et là, il apparaît comme le maître incontesté du grand roman de ce qu'on appelle la tradition naturaliste. Donc c'est l'apothéose après Stendhal, Balzac, Flaubert. Zola est vraiment celui qui parachève cette tradition naturaliste. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a deux autres cycles romanesques très intéressants qui suivent. Un sur les trois villes, c'est encore un cycle des trois villes, Lourdes, Rome, Paris, plus tourné vers l'observation des sociétés contemporaines, et puis celui des quatre évangiles, là c'est une tétralogie, des quatre évangiles qui ne va pas terminer, où là c'est une œuvre beaucoup plus politique, on va parler d'une utopie sociale et politique restée inachevée. Donc on a trois volets qui sont finis, la fécondité, le travail, la vérité. Et il ne pourra pas terminer son œuvre qui était, le quatrième volet, c'était la justice, pour lequel on a simplement des notes préparatoires. Alors, les dernières années de Zola, elles sont très connues, c'est l'affaire Dreyfus, le fameux J'accuse, publié dans l'Aurore, qui va déclencher toute une campagne, d'où surgiront, d'où l'efficacité quand même de sa prise de position, la cassation du procès en 1894, mais aussi la condamnation de Zola, son exil, il va faire quand même 1 an de prison, et puis un exil à Londres, de 1898 à 1899. Et après le second procès d'Alfred Dreyfus, il y a sa nouvelle condamnation, sa grâce, et Zola ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va continuer son action pour obtenir la réhabilitation de Dreyfus. Donc il ne se contente pas qu'il ait été gracié, mais il va essayer d'obtenir sa réhabilitation, et qui ne sera acquise qu'en 1906, donc 4 ans après sa mort. Mort sur lequel il continue d'exister une sorte de soupçon, puisqu'il meurt asphyxié à la suite peut-être d'une malveillance suite à son implication dans l'affaire Dreyfus. Bon, voilà quelques éléments sur sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le naturalisme ?
puisqu'on le présente comme le maître de l'école naturaliste, et il l'explique très bien, il affiche très clairement son idée maîtresse dans toute cette fresque des Rougon-Macquart. Il dit, je cite, « J'étudie les ambitions et les appétits d'une famille lancée à travers le monde moderne, faisant des efforts surhumains, n'arrivant pas à cause de sa propre nature et des influences, touchant au succès pour retomber, finissant par produire de véritables monstruosités morales. » Voilà. Donc, c'est ça qu'il veut décrire. Et Aristide Saccar, dans La Curée, est une sorte de monstruosité morale, comme le dit Zola, puisque peu de scrupules, peu d'état d'âme, peu de, disons, de compréhension de l'autre. Donc, il veut étudier le choc des tempéraments, des milieux, dont la mise en contact va produire forcément des catastrophes, des catastrophes humaines. La fin de La Curée est absolument tragique pour le personnage féminin, pas du tout pour les personnages masculins, mais pour René c'est absolument tragique, et c'est le résultat de ces chocs, de ces contacts. Donc, monstruosité morale, puisqu'il ne faut pas oublier que le sous-titre de la série des Rougon-Macquart, c'est « Histoire naturelle », c'est drôle comme sous-titre, « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». C'est pas simplement une histoire sociale, mais histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Et donc il va y avoir bien sûr une analogie entre les destinées individuelles et les destinées collectives. Et c'est amusant, comme Saccar, donc qui est Aristide Rougon, qui se donne ce pseudonyme de Saccar. Pourquoi Saccar ? Eh bien, comme il est écrit dans le roman, Saccar, Aristide Saccar, avec 2 C, il y a de l'argent dans ce nom-là. On dirait que l'on compte des pièces de 100 sous. À quoi son frère Eugène répond « Oui, un nom à aller au bagne ou à gagner des millions. » Puisqu'à l'époque, on allait à Cayenne, casser les cailloux à Cayenne. Donc, son frère est extrêmement lucide sur les risques que prend son petit frère, mais il va quand même Donc, sous les perversions, sous les mauvais coups, les dilapidations, cet argent facile, Zola, en fait, nous renvoie à nous-mêmes. C'est évident, à tout ce monde de désir, de passion, du lien, de l'interaction qu'on a avec les autres, avec la société. Et donc, on peut aussi y voir une très grande prémonition de l'avenir, et notamment de ces crises financières qui vont se succéder. Alors, il va mettre au point, et c'est en cela qu'il est aussi très célèbre, une technique romanesque très singulière, qui lui est très particulière. Puisque quand on lit ce roman, pas simplement La Curée, mais les autres aussi, voilà, on peut être vraiment subjugué par la fluidité. Il y a beaucoup de personnages, c'est très bien décrit, on rentre dans tout un monde fascinant, qu'il soit glorieux ou misérable, et on oublie, ou peut-être on n'imagine pas la construction extrêmement précise qui est derrière. C'est comme un tableau, on l'apprécie, mais on ne voit pas toutes les choses. Eh bien, pour Zola, il y a une construction très très minutieuse, avec tous ces personnages qui sont dépendants les uns des autres. Et on sait qu'avant d'écrire un roman, il construisait plusieurs plans successifs. Ça, n'est pas comme ça. Plusieurs plans successifs, auxquels s'ajoutait un fichier
des personnages. Il y avait tout un fichier, donc qui continuait évidemment, puisqu'on va retrouver les personnages d'un roman à l'autre, un fichier des personnages avec des enquêtes, des lectures, enfin, quelque chose de vraiment très, très construit, très documenté. Et il calculait les proportions de ses œuvres en ménageant toutes sortes de symétries, en équilibrant le récit, les dialogues, les descriptions, enfin, tout ça est pas du tout spontané, entre guillemets, c'est naturel, ça semble tout à fait naturel, mais c'est extrêmement construit. Et on dit que chacun de ces romans a une signification symbolique, donc c'est ce que je vais développer maintenant à partir de la Curée, où on va trouver beaucoup de références mythologiques et évidemment symboliques. Alors, les thèmes zoliens les plus connus, c'est les thèmes de la nature, histoire naturelle et sociale, c'est la nature, mais la nature dans son côté vraiment ambivalent, c'est-à-dire que la nature, c'est les pulsions du vivant, et c'est un vivant parfois névrotique, parfois anxiogène, de toute façon ambivalent. C'est la terre nourricière, mais c'est la terre aussi qui peut détruire. Et ça, c'est extrêmement bien décrit avec ce Paris qui n'est pas aussi construit qu'aujourd'hui, où il y a donc beaucoup d'espaces naturels, des friches, des terrains vagues, et qui vont être labourés, qui vont être presque violés, éventrés par la furie des promoteurs immobiliers, des constructeurs. Donc c'est une nature, c'est un peu comme beaucoup plus tard chez Giono, c'est une nature qui n'est pas accueillante forcément, qui n'est pas seulement inspiratrice, c'est une nature qui peut être très violente. Je vous en donnerai un exemple avec un espace naturel qui joue un rôle important dans la Curée, c'est la serre. Une serre, donc de la serre, avec un fourmillement de descriptions absolument extraordinaires de toutes ces plantes qui s'enchevêtrent dans cette serre et qui va être le lieu de certains épisodes de la passion entre René et Maxime. Puisque les paysages, là je pense à Jean-Pierre pour les paysages, les paysages ne sont pas simplement des lieux où se déroule l'action. C'est-à-dire un cadre où se déroule l'action. Les lieux inspirent l'action. Et donc, dès qu'on a l'évocation d'un lieu, on peut déjà se dire « bon, ça va être tragique » ou « ça va être léger et joyeux ». Et notamment les lieux naturels. Bon. Les thèmes du corps, donc les passions, c'est aussi toutes les passions du corps, tous les appétits, les frustrations. Dans la Curée, on va être face à une passion interdite, puisque Renée va tomber amoureuse finalement de son beau-fils. Donc il y a toile de fond cette idée de l'inceste, de mi-inceste. Avec cette notion évidemment de la culpabilité, de l'interdit, du tabou, de la frustration, et en même temps d'un amour qui peut être très beau et très pur en même temps. Donc il va y avoir évidemment au cœur de ces thèmes du corps, la femme, avec souvent une possession idéalisée de la femme, qui est à la fois l'épouse, la sœur, la servante, et qui est souvent utilisée par les hommes. C'est en tout cas un cas flagrant dans la Curée. Et puis, on a les thèmes et les images du peuple, ce qui est très intéressant, pas dans la Curée, mais dans d'autres romans comme Germinal. C'est cette description et cette sorte de mythologisation des foules, des masses populaires, qui sont comparées à des éléments naturels.
à des grands fleuves, à des tempêtes. Enfin, il y a, ça fait partie de la technique, entre guillemets, romanesque hein, de Zola, c'est-à-dire c'est le vivant. Hein, c'est pas le sang de la terre, mais le sang du peuple. Hein, et il nous fait voir cette analogie entre les mouvements populaires et les forces naturelles, comme s'il y avait une symbiose entre les deux. Et on a cet exemple qu'il va vivre évidemment Zola, qui est celui de la Commune de Paris, qui va durer très peu de temps, 2 mois en 1871, mais qui va être l'occasion aussi de ces descriptions de la révolte populaire. Et très souvent, chez Zola, ces masses populaires ou ces pauvres gens perdent la bataille contre les forces politiques hein, ou les institutions en place. Donc, voilà, Zola, c'est tout ça. Et ce qui le rend un auteur très singulier, qu'on n'en a pas autant chez les autres, c'est ce double aspect, c'est-à-dire des observations presque encyclopédiques, historique, social, c'est très détaillé. Si vous lisez ou relisez La Curée, vous voyez des costumes, il y a même des dessins qui l'illustrent. C'est très précis, c'est des descriptions vraiment qui sont réalistes. Hein, on appelle ça aussi le réalisme. Donc, encyclopédisme de ces observations pour être au plus près de la réalité. Et en même temps, l'autre volet, c'est on passe dans tout à fait autre chose. C'est une structuration mythique, mythologique, symbolique, épique des personnages. Et c'est pour ça que j'avais choisi La Curée, c'est peut-être le roman le plus exemplaire de ce point de vue, parce que vous allez avoir une description très très précise de cette société bourgeoise parisienne, à la fois donc bourgeoise financière et politique, et en même temps on va trouver des mythes et des évocations mythologiques, notamment 2 essentiels, le mythe de Phèdre, et Zola va s'inspirer du mythe antique de Phèdre bien sûr, mais surtout de la pièce de Racine, puisqu'il se trouve que Renée, l'héroïne, est fascinée par le personnage de Phèdre. Donc on va se rappeler qui est Phèdre. Et puis un autre moment aussi de la mythologie grecque qui est intéressant, qui est les amours impossibles, parce que c'est toujours une histoire d'amour impossible, hein, entre Narcisse et Écho, puisque à un moment donné il y a une représentation théâtrale avec 3 tableaux, puisque c'est très en vogue à l'époque de faire des tableaux avec moult décors, costumes, enfin tout ça est tout à fait foisonnant. Et évidemment on va retrouver la tragédie de nos 2 héros, René et Maxime, à travers, donc relu à travers l'histoire de Narcisse et Écho, et l'histoire de Phèdre et Hippolyte, qui sont dans les 2 cas des histoires qui se terminent mal. Mais, ça c'est un peu bête de dire ça, parce que ça, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais il y a surtout donc une volonté de Zola de mettre ces personnages dans les pas de héros antiques, de héros mythiques. Et c'est en cela où, évidemment, je pense qu'on parlera de ces romans encore dans plusieurs siècles, parce que ça touche quelque chose qui n'est pas propre au Second Empire à Paris, hein, ou la nature humaine de ce moment-là, mais quelque chose de vraiment atemporel, avec ce thème de l'amour impossible, l'amour tragique. Alors, ça va ? Bon, tout ça c'était une petite introduction. Mais bon, hein, pour se mettre dans le bain. Parce que c'est un roman, donc de toute façon,
je ne veux pas non plus trop déflorer, parce qu'un roman, on a le plaisir en le lisant. Donc, je vais vous donner quelques clés qui me semblent intéressantes d'interprétation, mais surtout pas trop, pour pas ensuite enlever le plaisir de le lire. Donc, la curée, l'action se déroule uniquement à Paris. Vous avez de très belles descriptions du bois de Boulogne, pour ceux qui connaissent Paris, c'est extrêmement évocateur. Et donc Eugène Rougon, qui est le frère du héros Aristide, a fait carrière en politique grâce à son soutien à Napoléon III. Vous savez qu'à l'époque, l'œuvre d'Hugo est bien connue pour ça, il y a ceux qui défendent Napoléon III, bonapartistes, et puis ceux qui veulent en finir et veulent l'avènement de la République. Bon. Et donc son frère Aristide, le héros, commence en bas de l'échelle par un modeste emploi. Donc là vous voyez tout le côté autobiographique Sa femme, la femme d'Aristide, s'appelle Angèle et ils ont 2 enfants, une fille, Clotilde, et un fils, Maxime, qui va lui nous intéresser. Et qui vit toutes ses premières années chez ses grands-parents, donc à Plassans, près d'Aix-en-Provence. Alors, Aristide et Angèle habitent un modeste appartement à Paris, très très modeste, donc là on voit tout le côté un peu misérable. Et puis Eugène, son frère, qui est très bien placé, va l'aider à obtenir un emploi à la mairie de Paris. C'est pas un emploi d'assistant parlementaire, mais c'est un emploi à la mairie, un emploi municipal, pas fictif du tout. Il va y bosser et surtout, évidemment, il va avoir accès, grâce à cet emploi, mais vraiment au bas de l'échelle, mais comme il est dégourdi, ça se rappelle, le commissionnaire chez Hachette, il monte les étages, il voit beaucoup de monde, il finit par obtenir tous les plans des travaux d'Haussmann. C'est-à-dire ce que Haussmann veut faire avec Paris. Il obtient tous les plans et évidemment, il va obtenir un certain nombre d'informations, des délits d'initiés, aujourd'hui, qui va lui permettre de savoir quels sont les terrains qu'il faut acheter à bas prix pour pouvoir revendre à prix d'or. Et donc, son frère Eugène connaît quand même connaît le personnage, il sait bien qu'il va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça, il se méfie un peu, mais il va quand même l'aider. Et c'est là où Aristide Rougon donc, change son nom pour Saccard, aussi donc, parce que ça évoque l'argent, mais aussi pour protéger son frère d'éventuelles malversations. Et qu'il a déjà anticipé ce qu'il va en faire. Et donc, il veut quand même protéger son frère, et donc il change de nom. Sa femme Angèle meurt, il envoie sa fille chez un de ses frères, donc il s'en débarrasse, et il va se remarier. Alors là, c'est une histoire tout à fait extraordinaire, un mariage totalement d'intérêt avec une jeune fille qui s'appelle Renée, mais elle s'appellerait que Renée, ce ne serait pas très intéressant, elle s'appelle Renée Béraud du Châtel. Et donc, c'est un mariage d'intérêt parce que la jeune fille, outre tout ce qu'elle a subi dans son enfance, a hérité quand même d'un beau petit pactole, notamment immobilier. Et donc, nous voilà avec Aristide Saccard, sa nouvelle épouse Renée, et il va donc commencer à participer à la curée, c'est-à-dire ce dépeçage de Paris par les spéculateurs, et il réussit à merveille. Autant Zola va réussir à merveille dans la littérature et l'écriture, autant son héros, lui, réussit dans la spéculation. Et donc, il accumule rapidement une grande fortune, puisque c'est le principe, on exproprie, on achète à bas prix, et puis, sachant qu'il y a des grandes avenues qui vont être conservées, des très beaux immeubles, ces fameux beaux immeubles haussmanniens, eh bien, on va les revendre à prix d'or. Et donc, il va comme ça enchaîner les bonnes affaires, la fortune, la gloire, et en même temps, toujours frôler la banqueroute, parce que cette fameuse jeune épouse, Renée, est très dépensière. Et c'est là où on va connaître sa participation à toute cette vie
mondaine, d'un vide abyssal, mais où voilà, les fortunes sont englouties dans les toilettes, les bijoux, évidemment, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ça, c'est ça l'histoire de la curée, hein, c'est-à-dire cette avidité, hein, pour l'argent, la spéculation, et en même temps on rejoue tout. C'est aussi un jeu, comme au casino, hein, on rejoue. Et donc c'est toujours, je suppose, cette adrénaline, hein, de frôler toujours la banqueroute, sachant que quand même il a toujours, grâce à son épouse, de bons arrières. Il y a un personnage qui est tout à fait extraordinaire, qui est la sœur d'Aristide, la fameuse Sidonie, qui est une femme, là aussi, qui fait des affaires pas très avouables, et qui va aussi l'aider à certains moments. Donc, voilà l'histoire. Alors, on dirait, bon, voilà. Donc il faut vraiment le génie de Zola pour nous faire rentrer, hein, dans vraiment le cœur de ces gens, où ils se retrouvent, c'est toujours un peu les mêmes cercles, hein, donc on se connaît, donc on se balade en calèche vers le bois de Boulogne. L'important, c'est surtout d'être vu, hein, et donc toutes les petites intrigues, voilà, qu'on peut imaginer entre les uns et les autres, qui sont à la fois des bourgeois de la finance et puis des hommes politiques, avec tout ce contexte bonapartiste ou anti-bonapartiste qui fait qu'il y a des alliances, voilà, bon. Et l'autre facette, hein, du roman, eh bien, c'est cette intrigue amoureuse entre René et Maxime, qui ont des âges pas très très éloignés, hein, l'un de l'autre. Et c'est décrit avec beaucoup de finesse aussi, l'évolution de la passion entre René et Maxime, réciproque d'ailleurs. D'abord, René considère Maxime comme un enfant, il est très, très jeune quand il arrive à Paris, et puis comme un ami, un véritable ami, c'est-à-dire voilà, l'homme des confidences, qui on peut tout dire. Jusqu'à ce que, et ça on peut aussi hein, le sentir assez vite, le fait d'en faire son amant. C'est-à-dire que là, c'est différent du mythe, on le verra, il y a une passion amoureuse qui se noue entre René et Maxime, que le mari Aristide va découvrir à un moment donné, et ça on s'en doute aussi, hein, il y a tout un... C'est un peu comme un... Il y a du suspense, hein, quand même. On se demande, cette relation, qu'est-ce qu'elle va devenir. Il l'apprend, et c'est là où on voit ce côté apparemment, enfin, peu scrupuleux du personnage d'Aristide. Il n'en est pas plus affecté que ça, parce qu'en fait, il voit l'intérêt financier qu'il peut en tirer. Et la fin est absolument tragique pour cette pauvre Renée. Alors, je ne vous lis pas les 4 dernières lignes, parce que c'est absolument terrifiant. Je vous laisse les lire tout seul. On a en 4 lignes la chute, hein, de l'histoire de passion, puisque Renée meurt. Bon, ça, c'est pas un mystère. Elle meurt d'une méningite, mais en même temps un peu de folie, hein. Et tout ce qu'on sait, c'est que ces dettes de temps, avec le montant précis, seront payées. Et Aristide et Maxime, donc le père et le fils, mais continuent leur vie de spéculateurs, et on va même les retrouver dans des romans postérieurs. Donc là, il y aurait beaucoup à dire sur le traitement des personnages masculins, hein, et des personnages féminins, qui est évidemment exploité, qui est la victime en fait, hein, expiatoire, hein, presque bouc émissaire de l'avidité masculine, mais avec une description du personnage féminin très très intéressant, parce que complexe.
et cette fascination que René a pour ce personnage de Phèdre, puisque il y a un moment où ils vont même jouer ces deux rôles au théâtre. Enfin, ils vont les voir jouer au théâtre. Voilà, donc c'est ça, l'intrigue de la curée. Et il y a toujours une imbrication, un va-et-vient permanent entre les descriptions et les moments d'intrigue. C'est extrêmement bien construit, sans savoir que c'était l'objet d'un travail très rigoureux. On passe, donc vraiment on ne s'ennuie pas pour quelque chose qui peut sembler finalement très futile. Parce que si on veut le résumer, et c'est ça le génie de ces grands romanciers, c'est de faire de quelque chose qui pourrait être très banal, voire médiocre, quelque chose de mythologisé et d'immortel, où on éprouve à la fois parfois même du dégoût, de la sympathie pour tous les personnages, puisque aucun n'est totalement antipathiques non plus. Ils sont humains, voilà. C'est toute la complexité humaine, et ça nous renvoie évidemment bien à nous-mêmes, par rapport à cette double désir passionnel, quoi. Ça va? Voilà. Alors, on va se rafraîchir un peu, et café bien chaud. Oh, t'es une rabat-joie, toi, hein. Alors, je voudrais vous expliquer l'importance du mythe dans la curée. Ça, c'est quand même une thématique incontournable. Donc, je voudrais vous expliquer comment Zola traite le mythe de Phèdre, le mythe de Narcisse. Ça sera l'occasion de lire des tout petits passages. Narcisse, qu'on connaît bien, nous qui sommes si peu narcissiques. Narcisse. Donc Phèdre, Narcisse, et j'aimerais aussi évoquer l'histoire du paysage naturel avec la serre. Voilà le programme. On y va. Alors, le mythe de Phèdre. Qui est Phèdre? Alors, Phèdre est, entre guillemets, parce que c'est une expression connue, la fille de Minos et de Pasiphae. Minos et Pasiphae. Donc ceci, ça nous renvoie très très loin en arrière, à l'époque crétoise. Donc d'avant même la Grèce mycénienne. Évidemment, bien... Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Des racines archaïques de la Grèce. Racines pour Phèdre, c'est bien. Ah oui, moi j'ai même pas fait exprès. Merci. Jacqueline est toujours là pour nous faire les bons mots pour détendre l'atmosphère. Parce que là, c'est quand même assez tragique. L'histoire de Phèdre, fille donc du roi Minos, le roi de Crète, Minos, Minoen, et Pasiphae, son épouse, qui a été évidemment trompée plus par le grand Zeus, et qui a été séduite par un magnifique taureau blanc, et qui a donné naissance donc au Minotaure, fameux Minotaure. Donc Phèdre, c'est un personnage féminin tout à fait intéressant, puisque son demi-frère, le Minotaure, a été tué, comme vous le savez, au cœur du labyrinthe par Thésée. Sa sœur Ariane a été, dit-on, abandonnée par le même Thésée, avant de mourir sous les injonctions, semble-t-il, de Dionysos. Bref, il y a un moment où,
dans le mythe, Phèdre épouse Thésée. Phèdre épouse Thésée, qui est le roi d'Athènes, qui, au retour de Crète, aurait abandonné Ariane, la fameuse Ariane à Naxos. Et Thésée a de son côté, au moment où il épouse Phèdre, il a un fils, Hippolyte. Voilà. Il a un fils, Hippolyte, qui est le fils d'une union, dit-on, avec la reine des Amazones, qui s'appelait elle-même Hippolyte. Donc, on a Phèdre qui épouse Thésée et avec ce beau-fils Hippolyte. Phèdre, dit-on, tombe amoureuse de ce beau-fils Hippolyte, mais Hippolyte la repousse. Pourquoi il la repousse? Eh bien parce que il y a toujours l'intervention des dieux. Vous savez, les Grecs, Hippolyte honore Artémis, la déesse qu'on connaît bien à Marseille, Artémis, belle Artémis d'Éphèse, et méprise Aphrodite, puisque et Aphrodite va se venger en suscitant chez Phèdre cette passion dite coupable pour son beau-fils, incestueux. Et donc Phèdre s'offre à Hippolyte, mais Hippolyte la rejette, la repousse. Et donc Phèdre est évidemment mécontente. Et donc elle va accuser le jeune homme d'avoir cherché à la violenter. Et son père, Thésée, est furieux, mais ne voulant pas tuer son fils de ses propres mains, il va appeler sur son fils Hippolyte la malédiction de Poséidon, du dieu des mers. Et Poséidon va invoquer un monstre marin, Atrésène, qui va effrayer les chevaux du char d'Hippolyte, et Hippolyte va mourir dans les pires souffrances, entraîné par les chevaux de son char. Et Phèdre, de chagrin et de remords, va se tuer. Donc c'est ça l'histoire mythique de Phèdre, qui va donner naissance à deux grandes tragédies dans l'Antiquité grecque et gréco-romaine. Il va y avoir deux grands écrits, un par Euripide, qui va s'appeler Hippolyte porte-couronne. Hippolyte porte-couronne, qui va en fait s'intéresser surtout au personnage masculin d'Hippolyte, donc qui n'a pas pour nous, par rapport à ce qu'on voit là, un immense intérêt. Et il y a la tragédie de Sénèque. Tragédie de Sénèque, donc là, tragédie romaine, qui, lui, va déjà mettre beaucoup plus le focus sur le personnage de Phèdre, avec cette description de cet amour impossible et de savoir si véritablement Phèdre a commis une faute, ou si elle est simplement dans une passion irrépressible qui en plus lui a été donnée par un dieu, donc une déesse, donc, dont elle n'est pas forcément, disons, responsable. Et dans la tragédie de Sénèque, bon, c'est assez terrible, puisque Phèdre devient folle, et puis il y a une description du meurtre, enfin de la mort d'Hippolyte qui est assez aussi sanguinolente. Bon. Alors, ce que va faire Racine? Racine, lui, il va reprendre plus la thématique de Sénèque, en s'intéressant vraiment à ce personnage féminin de Phèdre. Et Racine va considérer que, en fait, nul n'échappe à son destin. C'est un peu la thématique de Racine. Nul n'échappe à son destin, et Phèdre n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire que Racine va excuser Phèdre et ne pas la considérer comme le monstre que parfois Phèdre ressent en elle-même. Pour Racine, Phèdre est une femme qui souffre, qui résiste à sa passion.
puisque ce n'est même que lorsqu'elle croit que Thésée est mort, qu'elle s'offre, en tout cas qu'elle fait des avances à Hippolyte. Avant, non. Il se trouve que Thésée n'est pas mort, donc il revient, mais disons que c'est la femme qui se sent évidemment porteuse d'une passion interdite, entre guillemets, et donc qui résiste et quitte à se sacrifier, en fait, pour cette passion. Et donc, le thème, c'est vrai, de la culpabilité de Phèdre est loin d'être simple. Et c'est toute cette ambivalence qu'on va retrouver chez Zola. Il se trouve que Zola fait de son héroïne Renée un personnage fasciné par la Phèdre de Racine. Là, je vous ai cité les tragédies antiques pour situer, mais la pièce de Racine et le personnage de Phèdre la fascine, puisqu'elle va vivre en fait quelque chose de très semblable. Sauf que chez Zola, elle va se donner à Maxime. Ça ne sera pas une passion platonique. Alors, ça c'est intéressant parce que Zola va comme ça décrire toute la richesse et la complexité de la passion amoureuse et de l'évolution de cette passion. C'est très bien décrit, comme on voit d'abord Maxime un peu comme un enfant avec la protection maternelle de Renée vis-à-vis de Maxime. Ensuite, l'ami, le confident, laissant entendre que c'est quelque chose de tout à fait possible entre un homme et une femme, avant que cette passion amoureuse éclate. Éclate d'abord de manière clandestine, cachée, et là aussi les lieux où ça va se passer sont très importants, jusqu'à ce que ça éclate, pas forcément au grand jour, mais en tout cas aux yeux du mari, et qui va donc réagir d'une manière extrêmement cynique, ô combien. Donc Renée est Phèdre. Voilà, elle revit, c'est très intéressant de voir comment un personnage peut être habité par un personnage de fiction ou un personnage mythologique. C'est pour ça que dès le départ, on sent que de toute façon, ça va mal se terminer, au moins pour elle. Alors, je lis simplement le petit passage où il est question de ceci. Alors, un soir, ils allèrent, c'est-à-dire Maxime et Renée, un soir, ils allèrent ensemble au théâtre italien. Ils n'avaient seulement pas regardé l'affiche. Ils voulaient voir une grande tragédienne italienne, la Ristori, qui faisait alors courir tout Paris et à laquelle la mode leur commandait de s'intéresser. Donc, vous voyez, c'est aussi une manière de dire on va au théâtre, on ne sait même pas ce qu'on va aller voir. L'important, c'est d'y être, de se montrer et d'apprécier quand même cette grande tragédienne italienne. On donnait Phèdre. Ah, ben ça tombe bien. Non, ça c'est moi qui le rajoute. On donnait Phèdre. Il se rappelait alors assez son répertoire classique. Elle savait assez d'italien pour suivre la pièce. Donc, vous voyez, Maxime et Renée sont quand même des gens instruits, qui ont une petite culture classique, disons, de base. Elle connaît l'italien. Donc c'est quelqu'un de bien. Et même ce drame leur causa une émotion particulière, dans cette langue étrangère dont les sonorités leur semblaient par moments un simple accompagnement d'orchestre soutenant la mimique des acteurs. Hippolyte était un grand garçon pâle, très médiocre, qui pleurait son rôle. « Quel godiche !» murmurait Maxime. Alors, ça c'est intéressant parce qu'en fait, Maxime, dans le roman de Zola, est quand même un personnage un peu androgyne, enfin, un homme assez féminin et qui a un grand succès auprès des femmes pour son côté peu viril, disons. Donc là aussi d'ambiguïté. Et pourtant là, vous voyez, réagit par rapport à Hippolyte.
Mais l'Aristori, avec ses fortes épaules secouées par les sanglots, avec sa face tragique et ses gros bras, remuait profondément Renée. Phèdre était du sang de Pasiphaë, et elle se demandait de quel sang elle pouvait être, elle, l'incestueuse des temps nouveaux. Vous voyez cette expression, l'incestueuse des temps nouveaux. Voilà, elle vit quelque chose, ces personnages sont presque des héros de tragédie grecque. Ils vivent des choses qui les dépassent complètement, et ils en sont conscients. De vivre, pas par procuration, mais de vivre à l'intérieur de personnages. Et elle se demandait donc de quel sang elle pouvait être, elle, l'incestueuse des temps nouveaux. Elle ne voyait de la pièce que cette grande femme traînant sur les planches le crime antique. Au premier acte, quand Phèdre fait à Œnone la confidence de sa tendresse criminelle. Au second, lorsqu'elle se déclare toute brûlante à Hippolyte. Et plus tard, au quatrième, lorsque le retour de Thésée l'accable et qu'elle se maudit, dans une crise de fureur sombre, elle emplissait la salle d'un tel cri de passion fauve, d'un tel besoin de volupté surhumaine, que la jeune femme sentait passer sur sa chair chaque frisson de son désir et de ses remords. « Attends, murmurait Maxime à son oreille, tu vas entendre le récit de Théramène. » Théramène, c'est la célèbre tirade qui raconte la mort d'Hippolyte. Il a une bonne tête, le vieux, et il murmura d'une voix creuse. À peine nous sortirons des portes de Trézène, il était sur son char. Mais et là, il y a une réminiscence par rapport à quelque chose, un épisode qui s'est passé avant, où Maxime était au bord de l'eau, il se sentait comme attiré par les flots, et il n'osait pas se rapprocher trop du bord des flots. Ça veut dire que quelque part, il se rappelait ce qui était arrivé à Hippolyte, mort dans l'écume. Mais Renée, quand le vieux parla, ne regarda plus, n'écouta plus. Le lustre l'aveuglait, les chaleurs étouffantes lui venaient de toutes ses faces pâles tendues vers la Seine. Le monologue continuait interminable. Elle était dans la serre, sous les feuillages ardents, et elle rêvait que son mari entrait, la surprenait au bras de son fils. Elle souffrait horriblement, elle perdait connaissance, quand le dernier râle de Phèdre, repentante et mourant dans les convulsions du poison, lui fit rouvrir les yeux. Vous voyez ? Donc, bon, je ne fais pas de commentaires. La toile tombait. Aurait-elle la force de s'empoisonner un jour ? Comme son drame était mesquin et honteux à côté de l'épopée antique. Et tandis que Maxime lui nouait sous le menton sa sortie de théâtre, elle entendait encore gronder derrière elle cette rude voix de l'Aristori à laquelle répondait le murmure complaisant de None. Dans le coupé, le jeune homme causa tout seul. Il trouvait en général la tragédie assommante et préférait les pièces des bouffes. Lui, il est un peu plus inconséquent, il est un peu plus léger. Il ne vit pas, évidemment, la même chose que Renée. Cependant, Phèdre était corsé, dit-il. Il s'y était intéressé parce que... 3 points de suspension. Et il serra la main de Renée pour compléter sa pensée. Puis une idée drôle lui passa par la tête et il céda à l'envie de faire un mot. « C'est moi, murmura-t-il, qui avais raison de ne pas m'approcher de la mer à Trouville. » Renée, perdu au fond de son rêve douloureux, se taisait. Il fallut qu'il répétât sa phrase. « Pourquoi ?» lui demanda-t-elle étonnée, ne comprenant pas. « Mais le monstre !» Et il eut un petit ricanement. C'est le petit passage magnifique où donc on voit Renée totalement habitée par ce personnage de Phèdre et la manière très différente dont les deux protagonistes vivent. Avec pour l'une une implication totale et pour l'autre une distance. Bon, après... Bon, donc là, ça veut dire que dans les fiches de Zola,
Hein, il devait trouver des fiches très très précises sur le personnage de Phèdre, enfin l'histoire du mythe, et puis le traitement dans les tragédies grecques. Donc rien. Donc, mais vous voyez, c'est une évocation très très légère, mais qui montre que Zola connaissait parfaitement cet épisode. Alors, l'autre épisode sur lequel, en général, les interprètes reviennent moins, mais que je trouve vraiment intéressant, c'est l'épisode de Narcisse et Écho, qui est encore plus développé en termes de pages. Et ce mythe de Narcisse et Écho, on le connaît notamment par les métamorphoses d'Ovide. Les métamorphoses d'Ovide. Et donc, c'est quoi l'histoire tragique, hein, vous connaissez, bien sûr. À la naissance de Narcisse, il y a un devin, le fameux Tirésias, qui est un devin aveugle, hein, et à qui on demande si l'enfant atteindra un âge avancé. Et il répond, il l'atteindra s'il ne se connaît pas. La réponse du devin à l'interrogation sur la destinée de ce Narcisse. Il l'atteindra, donc l'âge avancé, s'il ne se connaît pas. Et Narcisse donc se révèle être en grandissant d'une beauté exceptionnelle, mais d'un caractère assez fier. Il repousse de nombreux prétendants et prétendantes, dont la nymphe Écho. Et il faut savoir que cette nymphe Écho, en fait, elle amusait, en tout cas, elle occupait Héra, la femme de Zeus, pendant que Zeus allait faire ses aventures. Et Héra s'est rendue compte à un moment donné du stratagème et elle a puni Écho, hein, de l'avoir trompé, en ne lui autorisant qu'à répéter la dernière syllabe des mots qu'elle entendait. Hein, c'est ça l'origine de l'écho. C'est une punition de la nymphe par Héra, vous savez, qui avait cette réputation d'être très jalouse. Il faut dire que Zeus était quand même assez volage. Bon, tout ça, c'est dans le voici-voilà de la mythologie grecque. Mais bon. Bon, il y a des interprétations plus profondes. Mais là, c'est la fin de l'année, donc en fait... il se trouve que, évidemment, Écho est une des amoureuses de Narcisse, mais Narcisse la repousse et lui n'est occupé que d'une seule chose, c'est de mirer son visage. Bon. Et donc un jour, alors qu'il s'abreuve à une source, après une dure journée de chasse, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Tandis qu'il dépérit, Écho souffre avec lui, c'est-à-dire que bien qu'elle ne lui ait pas tout à fait pardonné de l'avoir repoussé, elle souffre avec lui. Là encore, on a l'histoire d'un amour impossible, avec Écho qui est très amoureuse, hein, qui fait les avances, et le personnage masculin, là aussi un peu androgyne, qui est dans une sorte de distance ou d'indifférence. Et donc, Narcisse, vous savez, finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir, et il va se transformer dans la fleur qui porte son nom. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le mythe d'Homère, de Déméter et Perséphone, quand elle est enlevée par Hadès, elle cueille, tiens, c'est curieux, des narcisses. Donc il va être la fleur, image du monde des enfers. Donc c'est une histoire encore d'amour, vraiment là c'est Eros Thanatos, c'est vraiment l'amour et la mort, quoi, qui sont vraiment très, très imbriqués. Et donc, dans le roman de Zola, dans La Curée, il y a un moment très, très beau, 2/3 après à peu près du roman, où un de ces messieurs organise, pour quand même occuper un peu le temps de tous ces gens, des tableaux poétiques. C'est-à-dire, c'est pas du théâtre, mais c'est des tableaux, donc avec des magnifiques décors et avec des acteurs et surtout des actrices qui en fait sont immobiles, c'est tableau, voilà. Et il y a donc une succession de 3 tableaux
qui vont raconter les aventures de Narcisse et Écho. Et de nouveau, il va y avoir une implication encore peut-être plus forte qu'avec Phèdre de René et Maxime, puisque René va jouer le rôle d'Écho et Maxime le rôle de Narcisse. Et là aussi, on sent que surtout René vit très intensément ces tableaux, même si l'auteur de ces tableaux réécrit un petit peu l'histoire. Donc il y a le deuxième tableau avec la grotte qui est reconstituée, avec Aphrodite, enfin bon, donc ça montre aussi un peu cette culture, en tout cas ce vernis, on va dire, de culture antique qui était, disons, possédée par cette élite bourgeoise et politique. Alors là, vous avez de très, très belles pages, pas tout vous lire, mais sur ces fameux tableaux de Narcisse et Écho qui permettent là aussi de renvoyer à quelque chose qui dépasse vraiment grandement les personnages. Il y avait bal travesti chez les Saccard, le jeudi de la mi-carême. Mais la grande curiosité était le poème des amours du beau Narcisse et de la nymphe Écho. Donc là, directement inspiré d'Ovide. En 3 tableaux que ces dames devaient représenter. L'auteur de ce poème, M. Huppel de Lanoux, voyageait depuis plus d'1 mois de sa préfecture à l'hôtel du Parc Monceau afin de surveiller les répétitions et de donner son avis sur les costumes. Bon, donc il délaissait un petit peu sa préfecture. Pendant 1 mois, on ne l'a pas beaucoup vu à la préfecture, mais parce que ce monsieur était poète. C'est un peu sous-entendu. Il avait d'abord songé à écrire son œuvre en vers, puis il s'était décidé pour des tableaux vivants. C'était plus noble, disait-il, plus près du beau antique. Vous voyez, on a encore ce moment après le romantisme, enfin en plein romantisme, où il y a cette résurgence de l'antiquité, des grands personnages mythologiques. Ces dames n'en dormaient plus. Certaines d'entre elles changeaient jusqu'à 3 fois de costume. Il y eut des conférences interminables que le préfet présidait. On discuta longuement d'abord le personnage de Narcisse. Serait-ce une femme ou un homme qui le représenterait ? Enfin, sur les instances de René, il fut décidé que l'on confierait le rôle à Maxime. Mais il serait le seul homme. Et encore, Madame de Laurevens disait-elle qu'elle ne consentirait jamais à cela si le petit Maxime ne ressemblait pas à une vraie fille. René devait être la nymphe Écho. Donc, la distribution des rôles est faite. Alors, vous voyez, dans l'édition de Livre de Poche, vous avez plein de petits dessins avec reconstitution des costumes, puisque ça faisait partie aussi de toutes les fiches de Zola. Magnifique costume. Alors, à un moment donné, il y a 2 financiers, les plus grands spéculateurs, là, les Mignon et Charrier, qui eux sont assez incultes. Là, c'est 2 personnages assez incultes, qui connaissent rien à la culture antique et qui se demandent ce que c'est. Alors, on les a franchis un petit peu. Vous connaissez le sujet, n'est-ce pas ? Le beau Narcisse, fils du fleuve Sévis et de la nymphe Lyriope, méprise l'amour de la nymphe Écho. Écho était de la suite de Junon, qu'elle amusait par ses discours pendant que Jupiter courait le monde. Écho, fille de l'air et de la terre, comme vous savez. Bon, eux, ils ne savent rien du tout, vraiment. Et il se pâmait devant la poésie de la fable. Puis, d'un ton plus intime, j'ai cru pouvoir donner carrière à mon imagination. La nymphe Écho conduit le beau Narcisse chez Vénus, dans une grotte marine, pour que la déesse l'enflamme de ses feux. Mais la déesse reste impuissante. Le jeune homme témoigne par son attitude qu'il n'est pas touché. L'explication n'était pas inutile, car peu de spectateurs dans le salon comprenaient le sens exact des groupes. Donc là, c'est une petite pique. Ces gens sont quand même en grande majorité un petit peu incultes.
Voilà, et puis un petit peu plus tard, c'était là que l'apothéose, le drame se passait au premier plan. Alors, bien sûr, il y a tous les personnages, hein, toutes ces femmes qui voilà, se pâment un petit peu dans la grotte de Vénus. Et puis, au premier plan, à gauche, Renée, la nymphe Écho, tendait les bras vers la grande déesse, la tête à demi tournée du côté de Narcisse, suppliante, comme pour l'inviter à regarder Vénus, dont la vue seule allume de terribles feux. Mais Narcisse, à droite, faisait un geste de refus. Il se cachait les yeux de sa main et restait d'une froideur de glace. Et après, il y a la transformation, alors ça c'est très bien décrit, la transformation de Narcisse en fleur. Ça c'est très fréquent dans la mythologie grecque, des personnages un petit peu punis, enfin, châtiés, qui se transforment en arbre. On a Philémon et Baucis, hein, le couple mythique qui se transforme en chêne, je ne sais plus en quel autre arbre. Il y a Attis qui se transforme en cyprès. Enfin, et là donc, le drame s'y dénouait. Le beau Narcisse, couché sur le bord d'un ruisseau qui descendait du lointain de la Seine, se regardait dans le clair miroir. Et l'on l'avait poussé, la vérité, jusqu'à mettre une lame de vraie glace au fond du ruisseau. Mais ce n'était déjà plus le jeune homme libre, le rôdeur de forêt. La mort le surprenait au milieu de l'admiration ravie de son image. La mort l'alanguissait, et Vénus, de son doigt tendu, comme une fée d'apothéose, lui jetait le sort fatal. Il devenait fleur. Ses membres verdissaient, s'allongeaient, dans son costume collant de satin vert. La tige flexible, les jambes légèrement recourbées, allait s'enfoncer à terre, prendre racine, pendant que le buste, orné de larges pans de satin blanc, s'épanouissait en une corolle merveilleuse. La chevelure blonde de Maxime complétait l'illusion, mettait avec ses longues frisures de pistil jaune au milieu de la blancheur des pétales. Et la grande fleur naissante, humaine encore, penchait la tête vers la source, les yeux noyés, le visage souriant d'une extase voluptueuse, comme si le beau Narcisse eût enfin contenté dans la mort les désirs qu'il s'était inspirés à lui-même. À quelques pas, la nymphe Écho se mourait aussi, se mourait de désirs inassouvis. Elle se trouvait peu à peu prise dans la raideur du sol, elle sentait ses membres brûlants se glacer et se durcir. Elle n'était pas rocher vulgaire, sali de mousse, mais marbre blanc, par ses épaules et ses bras, par sa grande robe de neige, dont la ceinture de feuillage et l'écharpe bleue avaient glissé. À larges plis, affaissée au milieu du satin de sa jupe qui se cassait, pareil à un bloc de paros. Elle se renversait, n'ayant plus de vivant dans son corps figé de statue que ses yeux de femme, des yeux qui luisaient, fixés sur la fleur des eaux, penchés languissamment sur le miroir de la source. Et il semblait déjà que tous les bruits d'amour de la forêt, les voix prolongées des taillis, les frissons mystérieux des feuilles, les soupirs profonds des grands chênes venaient battre sur la chair de marbre de la nymphe Écho, dont le cœur, saignant toujours dans le bloc, résonnait longuement, répétait au loin les moindres plaintes de la terre et de l'air. Voilà, ça c'est l'écriture de Zola, hein, on est transporté, c'est, voilà, c'est no comment. c'est une écriture un peu, parfois proustienne, hein, avec des phrases très longues, avec beaucoup d'images, et surtout qui sollicite tous les sens. C'est-à-dire, on voit, on entend, on touche, on goûte, enfin, c'est voilà, ce Narcisse, cet Écho, c'est absolument sublime, ouais. Alors, troisième élément que je voulais évoquer, quand même, parce que ça me semble très intéressant, parce qu'elle revient à plusieurs reprises dans les descriptions du roman, c'est cette fameuse serre. Pour bien faire comprendre à quel point
les paysages, les lieux sont imbriqués les uns aux autres. Et que ce n'est pas un hasard si telle action se déroule dans tel lieu ou dans tel autre. Et bon, il y a beaucoup d'exemples, évidemment. Il y a même des espaces très intimes, comme la calèche, ou l'alcôve, la chambre. Enfin, tout ça est décrit de manière à sublimer aussi ce lien entre la nature humaine et la nature, ou même une nature parfois citadine. Il y a un passage absolument extraordinaire où Aristide, qui est encore avec sa première femme, Angèle, surplombe, je crois qu'ils sont au Sacré-Cœur, enfin à Montmartre, et ils surplombent la ville de Paris. Et il y a une description de ce Paris qui est en pleine transformation, où lui voit tout ce que ça va devenir, cette ville avec les grands travaux, qui est absolument exceptionnelle. Voilà, c'est des descriptions, c'est comme ce qu'on avait vu, je ne sais plus, il y a quelques mois avec la Chartreuse de Parme. Vous avez des descriptions, comme moi je me rappellerai toujours, cette description de la bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Parme. C'est des descriptions voilà, qui, pour chacun après c'est des moments, mais on s'en rappelle, c'est-à-dire c'est une page, mais ça reste vraiment tout à fait, on est imprégné de ça tellement c'est puissant. Et après quand on essaie de le raconter, ça peut paraître totalement banal. Bon, alors donc la serre. Alors la serre, il y a eu beaucoup d'interprétations sur la serre dans la curée, parce que c'est le nouveau jardin d'Éden, dans une clé un peu évidemment biblique, où les nouveaux Adam et Ève sont chassés. Parce que bon, il y a eu la faute et voilà, et il y a cette nostalgie du paradis perdu, cette nostalgie liée aussi à la culpabilité. Enfin là, on pourrait faire beaucoup d'interprétations un peu chrétiennes de cette serre, qui est un lieu extrêmement évidemment grouillant de plantes qui sont comme des plantes carnivores, qui sont comme des plantes animales, et qui va être le lieu d'un amour incestueux, interdit, vicié, quoi. Donc ce qui est, je ne pense pas que Zola ait une lecture manichéenne du péché originel, etc. Mais sous-jacent, il y a quand même toute cette interrogation de ce paradis perdu dont on a la nostalgie, et qui est un petit peu inaccessible. Alors, tout ça pour montrer que tous les lieux ont une signification symbolique, que rien n'est le fait du hasard, même si c'est tellement bien écrit que ça semble tout à fait naturel, ça ne pouvait pas se passer ailleurs. Mais en fait, c'est très précis. Alors, il y a un enchevêtrement de plantes dans cette serre, et qui convoque encore une fois tous nos sens. Et on sent bien que ça va être le lieu de nouveau d'une tragédie. C'est-à-dire là, on préfigure, par la description de la serre elle-même, on sent que le destin de René est en train de se jouer là. Alors, bon, c'est à lire, on va relire. Je vous en lirai tout à fait un petit passage simplement pour terminer. Alors il y a une description. Un des charmes de ce jardin d'hiver, aux quatre coins, étaient des antres de verdure, des berceaux profonds,
que recouvraient d'épais rideaux de lianes. Hein, c'est vraiment voilà, exubérant hein, comme décor. Des bouts tropicales, oui. Des bouts de forêt vierge avaient bâti en ces endroits leurs murs de feuilles, leurs fouillis impénétrables de tiges, de jets souples s'accrochant aux branches, franchissant le vide d'un vol hardi, retombant de la voûte comme des glands de tentures riches. Un pied de vanille dont les grosses mûres exhalaient des senteurs pénétrantes courait sur la rondeur d'un portique garni de mousse. Les coques du Levant tapissaient les colonnettes de leurs feuilles rondes. Les boïnias aux grappes rouges, les quiscalus dont les fleurs pendaient comme des colliers de verroterie, filaient, se coulaient, se nouaient, ainsi que des couleuvres minces, jouant et s'allongeant sans fin dans le noir des verdures. Voilà. Donc vous avez tout un monde végétal, animal aussi. Et quel est l'animal qui est cité? Le fameux serpent. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, bon, il y en a des pages et des pages. Ça me rappelle ce qu'on avait vu dans la peau de chagrin, quand il y a à un moment donné des descriptions sur des dizaines de pages de cette boutique de l'antiquaire. Hein, cette sorte de brocante où il y a des chefs-d'œuvre qui jouxtent des choses vraiment de bas étage. Et il y a comme ça des descriptions. Alors, bon, faut aimer, disons, faut se laisser porter hein, par ces descriptions. Un amour immense, un besoin de volupté flottait dans cette nef close où bouillait la sève ardente des tropiques. La jeune femme était prise dans ces noces puissantes de la terre qui engendraient autour d'elle ces verdures noires, ces tiges colossales. C'est les noces de l'homme avec la nature. Et les couches âcres de cette mer de feu, cet épanouissement de forêt, ce tas de végétation toute brûlante des entrailles qui les nourrissaient, lui jetaient des effluves troublants, chargés d'ivresse. Elle est vraiment à l'image du lieu. Il n'y a pas de différence entre cette ivresse végétale et cette ivresse qu'elle reçoit. À ses pieds, le bassin, la masse d'eau chaude, épaissie par les sucs des racines flottantes, fumait, mettait à ses épaules un manteau de vapeur lourde, une buée qui lui chauffait la peau, comme elle sentait le jet des palmiers, les hauts feuillages secouant leur arôme. Et plus que l'étouffement chaud de l'air, plus que les clartés vives, plus que les fleurs larges, éclatantes, pareilles à des visages riants ou grimaçant entre les feuilles, c'étaient surtout les odeurs qui la brisaient. Voilà, donc on est dans un monde odorant, hein. Il y a à voir, à sentir, à goûter, puisque même à un moment donné, elle va absorber, elle va mâcher une feuille avec une sorte de poison hein, qui la fait rentrer dans une sorte d'état second de léthargie. Enfin, voilà. C'est simplement un exemple pour montrer la richesse de ces descriptions et de cette interaction entre la nature et la nature humaine. Voilà, c'est pour ça qu'on va sans arrêt de l'un à l'autre et que les lieux choisis sont si importants. C'est un des génies, un des aspects du génie de Zola. Ça va? Ah, là on est presque comme dans une serre, là, il fait chaud. Donc on imagine. Il y a de très belles plantes, ces plantes. Alors attention à la couleuvre, attention au serpent. Mais donc vous voyez, là évidemment on pourrait développer énormément le côté symbolique hein, du jardin d'Éden avec voilà, Adam, Ève, le serpent, le péché, la faute, et toute cette problématique posée sur est-ce que Phèdre est vraiment fautive? Problème de la faute, de l'erreur. Est-ce que cette Renée hein, est vraiment fautive? Et je crois que Zola, là ça fait partie aussi de parfois de sa déification, son idéalisation de la femme, a beaucoup de tendresse pour Renée.
fait, pour l'héroïne féminine. Et par rapport à cette sorte quand même d'innocence, de pureté de René, il y a le cynisme des hommes, tant d'Aristide que de Maxime, qui en fait à la fin vont se jouer d'elle pour s'enrichir, et elle va mourir tout à fait, seule, totalement et seule. Donc c'est vraiment voilà, un beau roman. C'était un beau roman, c'était une belle histoire. Voilà. Oui, c'est pas l'inceste, c'est ce qu'on appelle un demi-inceste. Mais c'est presque la même chose pour la morale de l'époque. Alors, est-ce que c'est de l'inceste? Ça va? Bon, donc c'est un des romans des Rougon, mais c'est des romans vraiment intéressants. J'espère que je vous ai donné envie de le lire, de le relire. Et vous pouvez lire toute la série des Rougon. Là, ça va vous occuper tout l'été. Est-ce qu'ils sont indépendants les uns des autres? Non, c'est une suite, mais on peut les lire indépendamment. Alors, simplement, ce thème de la faute, de l'interdit, on va le retrouver, c'est pour faire le lien un peu avec la semaine prochaine, avec un roman qui n'a au niveau stylistique, mais alors rien à voir. Mais c'est un autre style absolument magnifique, et celui de Camus, avec un des romans qui n'est pas les plus connus et que je trouve absolument magnifique, qui est La Chute. Si vous n'avez pas lu ce roman, je vous le conseille, c'est un petit roman vraiment rapide à lire. On connaît plus L'étranger ou La Peste ou même les œuvres de théâtre, mais La Chute, qui est en fait son dernier roman, sa dernière œuvre, puisque il est mort accidentellement, et c'est un peu son œuvre testament. Oui, c'est pour ça, a posteriori, on peut dire une œuvre testament, c'est juste avant de recevoir, ou juste après, je sais plus, le prix Nobel. Et c'est une œuvre vraiment magistrale, et qui va poser, là aussi, pour tout un chacun, ce problème de la faute, de la culpabilité, de la conscience, du jugement. Et c'est, en quelques pages, ça a des accents, je trouve, dostoïevskiens. C'est-à-dire, c'est l'homme face aux grandes questions existentielles. La vie, la mort, la conscience, le jugement, le rapport à l'autre. C'est absolument magnifique, et c'est traité de manière très dense, avec le style de Camus. C'est des phrases courtes. Alors là, des phrases courtes, sobres, ciselées, percutantes, avec là aussi des expressions absolument magnifiques. Donc vraiment, enfin je dis ça pour, si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, c'est vraiment un livre à lire, oui, vraiment magnifique. Il faudrait mieux le lire avant, pour ceux qui n'ont pas lu. Si tu en parles, ça enlève une partie de Alors, c'est tout le problème de ces conférences sur philosophie et littérature, parce qu'il ne faut pas enlever le plaisir de la lecture. C'est pour ça que j'ai choisi quelques extraits, mais tout petits, parce que on connaît ce plaisir de la lecture, mais en même temps de donner quelques clés d'interprétation, sans pour autant, j'espère, déflorer l'histoire. Oui, mais quelquefois on passe à côté des belles choses. Donc de les remettre. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Ça, après, ça vous en fait prendre davantage conscience.
C'est-à-dire, il y a des grands romans, bon, on ouvre, je sais pas, Dostoïevski, c'est évident qu'il y a des grandes questions existentielles. Il y en a d'autres où on peut passer, justement, parce que c'est romanesque, on peut passer beaucoup plus à côté. Oui, je pense. Y compris chez la princesse de Clèves. La fameuse. Bon, écoutez, merci d'avoir résisté à la chaleur.